Bonjour, alors chères étudiantes, aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler des Sirènes de Mako et vous avouer avant toute chose que c'est une de mes séries préférées. Alors ça peut paraître très étonnant de la part d'une personne qui a 61, voire bientôt 62 ans, mais cette série est fascinante et je vais vous montrer pourquoi. En effet, elle traduit l'émergence de l'homme féministe et il n'y a pas beaucoup de fiction qui s'intéresse à cette question. Alors c'est pour ça que cette série m'intéresse tant et je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Certes, vous avez sans doute tous vu Maléfice, le film dans lequel le prince est une émergence de l'homme féministe. Il y a vraiment une sorte d'opposition entre d'un côté l'homme masculiniste représenté par le méchant prince, celui qui coupe les ailes symboliquement aux femmes, à Maléfice en l'occurrence, et l'homme féministe, celui qui se refuse à embrasser une fille qu'il ne connaît pas, sans son consentement, donc qui souligne là quelque chose d'intéressant par rapport à une sorte de tradition Disney de ce genre de choses, et qui est finalement admis au pays de la jeune fille et de sa paradoxalement bonne marraine, c'est-à-dire qu'il est accepté dans cet univers parce que c'est un homme féministe. C'est la raison pour laquelle il est accepté. Alors justement, Les Sirènes de Mako, c'est un autre exemple de cette réalisation, cette opposition entre deux types masculins, un homme masculiniste et un homme féministe. Alors naturellement, vous allez dire, ça commence avec trois sirènes, qui sont en fait, disons, les faire valoir. On a l'impression d'un homme, d'un héros masculin. Alors le petit héros masculin, comme d'habitude, et ce héros, c'est Zach. Donc un personnage de gentil garçon, accompagné de son ami Cam. Et les deux ensemble, à la fin de la première saison de la série, se sont alliés finalement contre l'engeance sirène. Donc on les voit triomphaux et rigolards, les inonder d'eau pour les ridiculiser, sachant qu'elles se transforment immédiatement en sirènes et non plus en filles, du moins elles n'ont plus l'apparence de filles de la terre une fois qu'elles sont inondées d'eau. Donc ça, la première série, l'aspect queer et intéressant de la série n'apparaît pas immédiatement, je suis bien d'accord. C'est seulement ensuite qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Certes, on peut interpréter la série comme l'idée que les sirènes ont quelque chose à cacher. Elles ne sont pas comme tout le monde, donc elles renvoient une métaphore de l'adolescence féminine sous les yeux des mecs. Ça semble extrêmement visible. Mais en même temps, certes, alors elles ont quelque chose à cacher, ça me rappelle une publicité de mon enfance. On voyait une fille avec des seins naissants et la pub c'était ton corps change, Tinform l'a compris. Alors je ne sais pas ce que c'était que ce Tinform, mais bon, on est exactement dans cette perspective-là. On pourrait se dire, bon, on est loin du féminisme. Et malgré tout, dans la suite, c'est-à-dire je crois dans la deuxième saison, apparaît un personnage de méchant homme masculiniste appelé, dans mon souvenir, Eric, et on va voir comment s'oppose d'un côté cet homme masculiniste qui n'a qu'une envie, c'est de reconquérir le pouvoir masculin, incarné par une chambre des tritons réputés être supérieurs aux sirènes, toujours la salangeance qu'il faut supprimer, et Zach, notre personnage de base, commence à glisser du côté des sirènes, à tel point que dans la scène finale, il préfère sauver les sirènes plutôt que de réaccéder à cette masculinité symbolique incarnée par toutes sortes d'instruments, notamment un trident que les sirènes, soi-disant, ne peuvent pas toucher, et cette chambre spécifique au triton qui s'oppose au bassin des sirènes. Donc vous voyez comment on a une espèce de système de genre qui s'abolit complètement à la fin, en ce sens que la sœur de Zach, qui s'appelle Mimi, se saisit sans problème à la fin de ce fameux trident. Et donc les filles se saisissent du pouvoir symboliquement, et ce pouvoir est celui de l'alliance entre elles-mêmes et l'homme féministe. Alors, voilà pourquoi, à mon avis, cette série est si intéressante. Alors, je ne parle pas de la dernière saison qui, à mon avis, n'a rien à faire, ne devrait même pas exister, est extrêmement décevante.
puisque dans la troisième saison, on a une sirène venue de Shanghai. La dite sirène, tout à fait exotique, nous fait vivre toutes sortes d'aventures, et chose extrêmement triste. Bon, voilà une notification de ma collègue Magali Nachtergaal qui vient d'apparaître, bon, tant pis. Et je disais donc que cette troisième série fait perdre ses jambes à Evie. Pardon, fait perdre sa queue à Evie. Or, Evie, c'est un personnage extraordinaire d'une femme, tout ce qu'il y a de plus cisgenre hétéro, qui devient sirène et qui découvre paradoxalement le bonheur d'être queer. Alors on a un peu parlé récemment avec Florence Benoît du Festival Sauvageonne de ce bonheur d'être queer que j'ai évoqué récemment dans une table ronde qui s'intitulait, je crois, Comment rebooste-t-on nos identités sociales. C'était au Festival Nice Fiction sur le club UCA des Imaginaires sur YouTube. Et là-dedans, j'avais évoqué le bonheur d'être queer. Et ce bonheur, c'est exactement celui d'Evie et de ses copines au début de la saison 2, quand elles vont se précipiter dans les eaux pour vivre pleinement leur état de sirène. Donc j'ai trouvé que, disons, la castration symbolique d'Evie dans la troisième saison, c'était une catastrophe scénaristique sans précédent, on est bien d'accord. Mais si je reviens justement à cette saison 2 et à la fin de la saison 2, les sirènes, normalement, sont un monde à part, les tritons sont les ennemis, donc on a la figure, disons, d'une certaine forme de féminisme à la Christine Delpy, vous voyez, comment dire, le mal et l'ennemi principal, hein, comme elle écrivait dans son livre. Or là, Evie, qui est une demi-sirène, encore humaine, une demi-fille de la Terre, donc un personnage queer, est acceptée par le monde des sirènes, et Zach, qui est donc un triton, je spoil un peu, c'est pas très grave, hein. La série s'adresse normalement à des gamines d'environ entre 10 et 14 ans, si j'ai bien compris, donc tout à fait mon profil, comme vous voyez. Et ben, vous voyez, à la fin, malgré tout, tout le monde est accepté. Aussi bien Zach que sa copine Evie. Les deux personnages sont problématiques par rapport à l'état d'opposition entre, d'un côté, les sirènes filles de la terre, non, pardon, les sirènes filles de la mer, et les tritons, bien sûr, et de l'autre côté, les personnes de la terre. Encore une notification de ma collègue Magali Nachtergaal, je crois qu'il va falloir que je lui réponde rapidement. Donc je vais conclure en précisant que je me suis toujours intéressée à l'éducation des filles. J'ai lu Agatha Christie dans cette perspective parce que Agatha Christie s'intéresse à l'éducation des filles, elle met en garde, et il me semble que tout l'intérêt de ces sirènes de Mako, c'est justement de faire de l'éducation des filles. Méfiez-vous, distinguez bien entre, d'un côté, l'homme masculiniste, donc qu'il faut fuir, avec qui vous n'aurez jamais de possibilités, il va préférer son pouvoir débile dans une société patriarcale capitaliste tradie à vous-même et aux valeurs en tant que sirène que vous pouvez apporter. Donc il aura beau être un triton, ça n'ira pas, d'une part, et d'autre part, l'homme féministe qui pourra devenir votre allié. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, l'éducation des filles, en l'occurrence, ça fait un peu, bon, comment dire, vieille anglaise, voire vieille française, hein, du 17, 18, 18e siècle. Vous savez, à l'époque où on demandait aux autrices d'écrire principalement des livres sur l'éducation des princes, etc. Mais malgré tout, je crois que c'est une bonne perspective et ça fait beaucoup réfléchir sur toutes ces séries qui éduquent à leur manière les très jeunes adolescentes. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes chères étudiantes et mes chers étudiants.